Allô, moi c'est Laurence. Moi, c'est Vicky. On est 2 diplômés en anthropologie de l'Université Laval. Puis si tu te demandes ce que ça fait un anthropologue, viens-t'en qu'on en jase entre potes. Si vous aviez à deviner qu'est-ce que ça fait un anthropologue, qu'est-ce que vous diriez? Oh, Je sais pas c'est quoi un anthropologue. Eh boy. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée pour le présenter. Étudie les anciennes sociétés? Ça observe les oiseaux. Je vois quelque chose avec le bois ou... Quelqu'un qui est spécialisé dans l'entrepreneuriat. Une version ancienne de l'archéologie. Non, vraiment, là, non. L'anthropologue, mais ça étudie l'anthropologie. Maman, c'est quoi l'anthropologie? Tu veux que je réponde à qu'est-ce que ça fait? C'est quelqu'un qui étudie l'être humain. Ça étudie les mœurs, les gens. Tu sais comment qu'ils sont, comment qu'on est, comment que ça marche, comment que ça a été. C'est un découvreur de racines des nations et des peuples. Je suis très respectueux des anthropologues. Bienvenue à un autre épisode d'Entre-Potes, le balado qui démystifie l'expérience concrète de l'anthropologie francophone canadienne vécue et racontée par des anthropologues de tous les horizons pour le grand public. Salut tout le monde! Bienvenue! Hey Laurence, comment tu vas? Hey, ça va vraiment bien, je pète le feu. Yeah! Toi, Vicky? Hey, moi, j'étais assez énervée pour 2 raisons, en fait. Premièrement, parce qu'on apprend de nos erreurs aujourd'hui, ma grande chum. Et ouais, c'est ça, on apprend de nos erreurs. Hein. On commence dans le monde du balado, ce qui fait en sorte on s'est confronté aux problèmes techniques. Alors, c'est un prise 2 qu'on fait aujourd'hui, mais pour notre plus grand plaisir, parce qu'on a un invité incroyable ce mois-ci. Frédéric Nadeau, mesdames et messieurs, c'est tellement le fun de t'avoir avec nous pour une 2e fois, mais ô combien attendu! Comment tu vas? Hello, ça va super bien. Merci de me recevoir à nouveau. On va espérer que ça va se passer aussi bien que la première fois. Cette fois-ci, ça avait été vraiment le fun la première fois, donc j'ai pas de doute. Moi non plus, j'ai aucun doute que ça va être un épisode enlevant. Puis là, Frédéric, tu as un parcours assez mouvementé et intéressant. Parce qu'après ton bac et ta maîtrise en anthropologie ici à ULaval, tu as complété en 2020 un doctorat dans un programme multidisciplinaire d'études urbaines de l'Institut national de la recherche scientifique, INRS pour les intimes. Et ton sujet, rien de moins que la radicalisation, les questions identitaires et le rapport à l'autre au Québec. Tu cherchais notamment comment des jeunes en viennent à s'engager dans des groupes d'extrême droite. Et ton plan était ensuite de poursuivre au postdoc à Florence, en Italie. Mais pandémie oblige, tu t'es plutôt retrouvé à faire ton postdoctorat en terre très exotique de Longueuil. Longueuil Beach. Exact, auprès notamment du Centre d'expertise et de formation sur l'intégrisme religieux, les idéologies politiques et la radicalisation, donc le CEFIR. Toujours en t'intéressant à l'extrême droite, tu as aussi cherché à suivre la restructuration autour de la pensée conspirationniste dans le contexte pandémique. Et comme si c'était pas assez, tu as ensuite fait un 2e postdoc avec Marie Spotvin à la chaire Colibex, où tes travaux ont plutôt porté sur le traitement médiatique des polémiques publiques, donc le racisme systémique, loi 21, etc. Et tu agis désormais à titre de professionnel de recherche. Tu as d'ailleurs rejoint l'équipe de la chaire UNESCO PREV, une chaire de recherche-action qui œuvre en prévention et sensibilisation en matière de radicalisation et l'extrémisme violent. Ouh! Prends ton souffle, Vicky. Je vais prendre mon souffle 2 secondes. Ouais, ces titres-là sont toujours un peu longs, quand même. Oui, c'est ça. Y a-t-il encore de la place sur ton mur pour des diplômes? Ou, pour les diplômes, je sais pas. Heureusement, ils ne donnent pas de diplôme en tant que tel pour le postdoc. Bon, tu vois, je viens de commencer un 3e encore avec Maryse Potvin à la chaire Colibex. OK. Un 3e, pourquoi pas? Jamais 203, comme on dit. Il n'y a pas de poste de prof qui s'ouvre. Moi, j'attends un poste de prof. Moi, c'est ça, l'idée, là. Eh bien, tenez-vous pour dit. C'est ça, là. Tu sais, d'un coup, notre podcast permettrait de reach out pour des nouveaux postes. Ben, écoute, on lance ça dans l'univers. Puis, je lance ça dans l'univers, exact. Si jamais ils veulent me rappeler à Florence, là aussi, je serais tout à fait partant. Oui. Ça avait été tellement une déception. Là. Tout était prêt, j'étais sur le point de partir à 1 mois du départ. Tout était préparé, tout ça. J'avais travaillé avec Donatella Della Porta, une sociologue vraiment super réputée, excellente et tout ça. Donc, puis là, la pandémie a éclaté.
Et est un venu, mois avant que je ouais. parte. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début, l'Italie était parmi Ouais, les plus touchés. ouais. Là. Ça allait pas bien. Donc là, je me posais la question, est-ce que je m'en vais me lancer là-dedans, tout seul, là-bas, dans cette situation-là? J'ai pris la décision que finalement... non. Donc, je me suis trouvé quelque chose au Québec et je suis vraiment très reconnaissant au Séphir de m'avoir accueilli, d'ailleurs. Nous, on est très reconnaissantes parce que ça t'a mis sur notre chemin pour aujourd'hui. Ben voilà. Yes. Fred, écoute, on va commencer par notre première question classique. C'est quoi la chose la plus funky qu'on t'a dit sur les anthropologues? Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est le stéréotype le plus funky, mais c'est certainement la situation la plus absurde que j'ai vécue. Donc, l'anecdote est la suivante. En fait, je suis dans un bar au Texas, dans le coin de Austin. Puis j'ai rencontré des gens là-bas, puis on est en train de discuter. Puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis là, je dis que je suis anthropologue et tout ça. Puis ça passe un peu dans le beurre. Puis je vois, OK, tant mieux pour toi, c'est le fun, puis tout ça. Puis et donc là, la discussion se poursuit. Puis là, je mentionne que je fais de la recherche universitaire, puis tout ça. Puis là, le gars me regarde, il me dit, OK, comme en marketing, mise en marché, des études de marché, puis tout ça. Je suis comme, non, sur la politique, la radicalisation. Et là, je voyais le vide sidéral dans ses yeux. Il dit, mais voyons donc, mais tu travailles pas au magasin, tu n'es pas un vendeur de linge. En fait, je me suis fait prendre pour un vendeur de linge qui travaillait au magasin Anthropologie. OK, là, je suis sûr que je suis pas le seul. Ça doit être pas mal un classique, mais en tout cas, ça a été quand même passablement assez drôle. T'sais, le gars avait l'impression un peu comme... Walmart, les employés de Walmart s'appellent des associés entre eux. Oui, donc, ils ça. étaient convaincus qu'au magasin Anthropologie, les employés s'appelaient entre eux les anthropologues. Et donc, là, quand j'ai commencé à y raconter un peu ce que je faisais, tu voyais qu'ils étaient complètement perdus. Mais au moins, on a fait de l'éducation cette journée-là. voilà. Maintenant, les gens connaissent mieux ce que c'est que l'anthropologie. Exactement. Une personne de plus qui est au courant. Mais ça me fait tellement rire, là, parce que... c'est ça, tu sais, le magasin Anthropologie aussi, là, c'est comme un grand classique là, dans justement ce que les gens imaginent ou associent avec ce terme-là. D'ailleurs, Isabelle, dans notre cours d'introduction, là, elle avait fait une petite blague par rapport à ça. Oui, encore! Laissez-moi donc vivre! Mais oui, donc, très, très drôle, très drôle. Il devait effectivement avoir aucune compréhension de ce que tu disais en parlant de radicalisation. Je voyais le vide dans ses yeux, c'est ça, exactement. Non, c'était vraiment drôle. D'ailleurs, je salue Isabelle que j'ai eue dans mon cours d'anthropologie du Tibet, que j'ai adoré. C'était génial, ça m'a marqué à vie. Donc, salut Isabelle. Ben oui, elle est marquante, si on s'en fie à mes références systématiques à son cours. Exactement. Ben là, Fred, dans ce cas-là, on sait qu'est-ce que c'est pas l'anthropologie. C'est pas être un employé du magasin Anthropologie, entre autres. Mais comment résumerais-tu succinctement, là, c'est quoi l'anthropologie à une personne qui n'est pas nécessairement familière avec la discipline? Ben, pour moi, l'anthropologie, d'abord et avant tout, c'est une passion. C'est comme ça que je la définirais. C'est une passion. Mais d'un point de vue plus académique, mettons, je dirais c'est ça. C'est une discipline qui étudie l'être humain donc sous toutes ses formes, okay? Et qui cherche d'abord et avant tout à rendre l'étranger familier et à rendre le familier étranger. Donc, ou plutôt à regarder ou à analyser le familier avec un regard d'étranger. Donc, pour moi, c'est vraiment une fonction là, de traduction, en fait, d'essayer de mieux comprendre l'autre, donc de développer une forme d'empathie, d'ouverture à l'autre, mais en même temps aussi de prendre un pas de recul par rapport à soi-même, par rapport à ses propres croyances, par rapport à ce qu'on prend pour acquis, ce qu'on croit justement être naturel, alors qu'en fait, l'anthropologie nous montre que la plupart des trucs qu'on pense être naturels, c'est culturel. Mais donc voilà, donc vraiment un rôle de traducteur. Pour moi, c'est ça, c'est un petit peu plus qu'une discipline, c'est vraiment un regard particulier qu'on jette sur le monde. C'est un peu comme si on se greffait une paire de lunettes. Là. Moi, ça a vraiment été ça, l'expérience que j'ai eue après mes premiers cours d'anthropologie. On dirait que c'est ça, je percevais la réalité totalement différente, en fait. J'étais capable de faire des liens en différents éléments, puis je voyais l'espèce de fonctionnement global de la société, puis les différentes influences, les différents rapports de pouvoir, puis tout ça. Donc voilà, je le
synthétiserais comme une paire de lunettes. Puis le fait que c'est... voilà, c'est ça. Rendre l'étranger familier et rendre le familier étranger, en mentionnant d'ailleurs que l'étranger n'est pas nécessairement un étranger lointain, dans un pays exotique et tout ça, mais que l'étranger est souvent aussi au sein même, ça peut être notre voisin, donc il y a différentes façons d'être étranger. Donc, c'est vraiment de s'intéresser à l'autre, en fait. Ben oui, parce qu'encore une fois, je trouve ça intéressant. Là, tu parles de rendre l'étranger familier, mais en anthropologie, on va se le dire, puis on en a déjà parlé au podcast, c'est aussi de se remettre en question soi-même, puis d'être conscient de nos propres habitudes ou de nos propres opinions, de notre propre place dans la société. Puis les cultures, il y a des sous-cultures, là, même au sein de la même culture. Des fois, il y a des gens qui ne partagent pas nécessairement les mêmes croyances ou les mêmes pratiques ou les mêmes systèmes de opinions valeurs et politiques. tout ça. Si on prend juste, par exemple, un jeune qui écoute un type de musique versus un jeune qui écoute un autre type de musique vont avoir des systèmes de valeurs, de reconnaissance à l'intérieur du groupe et de la communauté qui vont être totalement différentes. On va valoriser différentes choses, il va y avoir des façons de s'habiller différentes. Donc, ça peut être vraiment juste à côté de chez soi, là, au sein d'une même famille, même des fois. Mais oui, puis là, justement, on parle d'empathie aussi, puis de différence avec les gens avec qui on travaille. Toi, tu as quand même travaillé avec des groupes d'extrême droite. Comment s'est passée ta première expérience de terrain avec ces gens-là? Comment on s'y prend? Comment c'était? C'est quoi les défis? Oui. C'est vrai que c'est un terrain quand même un peu particulier. Ça n'a pas toujours été facile. Comment ça a commencé? Donc, j'avais terminé ma maîtrise qui portait sur le cosmopolitisme. Donc, le fait essentiellement d'être citoyen du monde. Puis je voulais savoir un peu, est-ce que les jeunes de Québec, parce que je travaillais à Québec, est-ce que les jeunes de Québec sont cosmopolites ou se considèrent citoyens du monde? Et puis, je suis allé faire ma recherche. Puis, à ma grande surprise, moi, je m'attendais à ce qu'ils soient, plus ou moins, là, dans une certaine mesure, mais quand même, tu sais, ils ont grandi avec l'Internet, ils ont grandi dans une société qui était déjà quand même multiculturelle, puis tout ça. Donc, pour moi, c'est assez clair qu'il allait faire preuve d'ouverture, puis se définir au moins en partie comme citoyen du monde. Mais là, j'ai eu droit à des réponses vraiment choquantes, en fait, puis je me suis rendu compte qu'il était beaucoup moins que ce que je pensais. Et donc là, je me suis mis à m'intéresser un peu au revers de la médaille, donc citoyen du monde, mais comment justement cette société globalisée où on est en contact avec l'altérité à tous les jours, puis comment ça peut finalement générer des sentiments ou des réflexes de repli sur soi, en fait, puis d'exacerbation des identités, puis tout ça. En même temps, on avait vécu les attentats du 11 septembre en 2001. Après ça, on avait eu l'épisode des accommodements raisonnables aussi au Québec, donc des débats assez corsés sur la question de l'immigration, de la place de la religion et tout ça. Puis on voyait qu'il y avait un certain discours là, qui s'exprimait de manière de plus en plus décomplexée dans l'espace public, alors qu'on le voyait moins avant. Donc ça m'interpellait. Puis en même temps, c'est ça, j'avais vu émerger dans le coin de chez nous, là, sur des poteaux de téléphone ou enfin des lampadaires, des autocollants d'une organisation là, qui s'appelait la Fédération des Québécois de souche, et dont le logo, ça ressemblait un peu à une croix celtique que je savais associée à l'extrême droite. Donc c'est là que je me suis mis à me questionner sur justement la question de l'extrême droite au Québec. Il faut dire qu'à l'époque, elle était pas mal invisible, on n'en parlait pas beaucoup. À chaque fois que j'annonçais à des collègues, à des amis que je faisais une thèse de doctorat sur l'extrême droite au Québec, j'avais toujours droit à une espèce de regard dubitatif, là, de l'extrême droite au Québec, on a ça. À l'époque, on le voyait un peu en France, on parlait du Front national et tout ça, mais au Québec, c'était pas vraiment quelque chose qui semblait exister. Donc, les gens étaient toujours un peu surpris. Puis là, quand on regarde aujourd'hui, on voit que j'avais peut-être mis le doigt sur quelque chose. Oui, ça a changé pas à peu près. Oui, non, c'est ça. Hein? Puis ça a changé, en fait, en plein dans le milieu de mon terrain. C'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai commencé le shift dans... J'ai commencé, c'est ça, 2012-2013 à travailler là-dessus. Puis vraiment, là, ça a éclaté, disons, tu sais, avec la sortie publique d'un groupe comme La Meute, par exemple, qui s'est passé 2015-2016.
Puis 2016, ça a été aussi l'élection de Donald Trump, la première. Donc là, vraiment, il y a eu une espèce de changement vraiment assez radical qui s'est opéré. Ça m'a demandé d'ailleurs de me réajuster beaucoup dans mes approches, dans mes analyses et tout ça. Donc, ça a été quand même assez particulier. Là, je ne sais pas quels éléments vous voulez couvrir exactement. Là, je vous invite à me relancer parce que moi, Fred, si je pars... comment il a fallu que tu t'infiltres, j'imagine, dans ces groupes-là? Ouais, je pense pas que c'est des groupes nécessairement que tu arrives « Hey, je suis anthropologue, non, je veux vous étudier ». C'est peut-être pas efficace. Puis vu qu'en anthropologie, on fait de l'observation participante, et peux-tu nous en parler un peu? Oui, absolument. Donc, moi, mon objectif, c'était vraiment de comprendre les parcours d'engagement de militants de l'extrême droite. Je veux savoir qu'est-ce qui fait qu'un individu, par ailleurs tout à fait normal, décide un beau matin de se lever puis d'engager du temps, des énergies, des fois de l'argent pour militer dans un groupe qui avait des idéologies, qui se battaient, dans le fond, pour des visions du monde essentiellement racistes, islamophobes, puis tout ça. Là, aujourd'hui, ça a évolué, mais à l'époque, c'était vraiment surtout islamophobe. Puis pour moi, donc, c'était absolument nécessaire d'aller sur le terrain. On ne pouvait pas étudier un mouvement comme ça sans aller parler aux gens qui le composaient. Il fallait y aller. Donc, puis là, comme tu le mentionnes, effectivement, ça n'a pas été nécessairement évident. C'est des groupes qui, en général, sont plutôt réfractaires ou très suspicieux par rapport à tout ce qui est externe, à tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui est outsider, tout ce qui vient de l'extérieur, particulièrement les journalistes, sinon la police aussi. Il y a beaucoup souvent des agents doubles d'infiltration qui vont dans ces groupes-là. Puis les universitaires. Donc, les universitaires, souvent, sont associés à la gauche, puis à tout ça. Ouais. Donc, surtout en anthropologie. En plus, en anthropologie. Ouais. Donc, clairement, j'allais pas... je savais d'emblée là, que je pouvais pas me présenter là en disant « Bonjour, je suis anthropologue, je viens vous étudier, est-ce que vous me laissez... Donc, je suis allé... un petit peu plus undercover, en fait, de manière clandestine. Donc, d'une part, ça a demandé à ce que je convainque le comité d'éthique de mon université de me laisser faire. Parce que, déjà, c'est quand même une règle d'or de la recherche avec des êtres humains, la question du consentement libre et éclairé. Donc là, j'allais devoir outrepasser ce premier canon de la discipline ou enfin de la recherche en sciences humaines. Donc, il a fallu convaincre, en fait, le comité d'éthique. Puis, il a fallu aussi convaincre les militants eux-mêmes de me laisser assister. Donc, essentiellement, comment ça s'est passé? Je leur avais déjà écrit une fois en disant, écoutez, ça fait un petit bout de temps que je suis vos activités. J'aimerais en savoir plus. J'aimerais juste en savoir plus. Je vous invite à une bière. Ça vous tente-tu? Et là, ils m'ont demandé mon numéro de téléphone. Oui, bien sûr. Donne-nous ton numéro de téléphone, on t'appelle, puis on organise un rendez-vous. Donc là, je n'étais pas trop chaud à l'idée de leur laisser mon numéro de téléphone. Mais bon, finalement, j'ai décidé de risquer le tout pour le tout. Je leur ai laissé mon numéro, on m'a rappelé. Et là, finalement, il y avait une conférence qui s'en venait d'un groupe italien, d'ailleurs, qui s'appelle Casa Pound, qui était en visite à Montréal pour expliquer un peu leur... c'est d'ailleurs ce groupe-là qui a servi, là, disons, d'exemple ou d'inspiration à la fondation du groupe Atalante. Okay. Donc, Atalante Québec, qui se sont vraiment inspirés du groupe italien Casa Pound. Puis c'est essentiellement à ce moment-là, je pense que le déclic s'est fait dans la tête des militants. Donc, je peux dire que j'ai assisté d'une certaine façon à la naissance, au moment où ce groupe-là... est né. Donc ça, c'était vraiment assez intéressant. Donc ça a été une expérience assez particulière là, de se présenter, disons, dans cette conférence-là. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, sur qui j'allais tomber. J'avais vu des films sur l'extrême droite, sur ce que c'était, les néo-nazis, puis tout ça, particulièrement American History X, qui m'avait beaucoup marqué. Donc moi, je m'attendais à arriver là avec... puis voir ça, là, des gars, le crâne rasé, les tatous partout, qui faisaient des saluts nazis, puis tout ça. Bon, finalement, j'étais assez surpris de voir une foule assez bigarrée, en fait, là. Beaucoup des jeunes,
Quand même relativement bien mis, puis tout ça. Des plus vieux aussi. Il y avait des prêtres qui étaient là. Donc, vraiment une foule assez diversifiée. Pardon? Diversifiée. Vraiment diversifiée. Donc, ça m'a vraiment surpris. Mais c'était vraiment franchement intéressant là, de pouvoir les observer, c'est ça, puis d'être là, de partager du temps avec eux. Donc, après ça, partant de là, ça a été vraiment toute qu'une aventure qui a duré 4 ans, en fait. Durant laquelle donc, j'avais minimalement une rencontre mensuelle avec eux, parce qu'il y avait un groupe qui faisait, c'était un peu sa mission, donc qui organisait des rencontres mensuelles où l'ensemble des militants des différents groupes pouvaient converger, puis là, ils discutaient de leurs projets, mettaient ça en commun. Donc ça a été vraiment assez intéressant. Sinon, j'ai participé, c'est ça, à des activités plus politiques. Donc, des distributions de tracts, des déroulements de bannières, des manifestations, puis aussi des activités plus sociales. On m'a invité à des fêtes d'anniversaire, des barbecues, juste des activités un peu qu'on fait entre amis. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais, t'as appris à devenir l'un des leurs, à faire comme eux, tu sais, comme tu dis, afficher des choses, j'imagine, de faire dévisager par des gens aussi pendant que tu fais ça, etc. Ouais, c'est ça, on dirait que j'ai comme plein de questions, parce que là, c'est à Québec, t'étudies à Québec, comment, tu sais, tu pouvais... C'est une petite ville, là, Québec. Là, genre, on croise des gens qu'on connaît sur une base quotidienne. Là, genre, je comprends même pas comment... Mais j'imagine qu'il a fallu que tu te prépares, que tu prennes des précautions et tout ça, juste tes réseaux sociaux, là. Oui, effectivement. Étant donné que j'avais une approche donc clandestine, undercover, donc ça impliquait que j'allais pas révéler mon identité, dans le fond. Donc, je me suis quand même... Je voulais pas trop jouer avec la réalité, je voulais pas trop mentir non plus, puis je voulais pas m'embarquer dans ce genre de... Donc, je me suis présenté comme étant... Pour des raisons éthiques aussi. Voilà, c'est ça, exact. Ça va, mais à un moment donné, il faut se mettre des limites. C'est ça, exactement. Il y avait ça, puis il y avait aussi la considération que je voulais pas me retrouver dans une situation... éventuellement dangereuse où j'allais me mêler dans mes menteries, mettons, puis me faire coincer. Donc, il y avait tout ça aussi à prendre en compte. Mais disons que, c'est ça, au départ, en termes de préparation, c'est ça, je me suis présenté comme étant Frédéric, j'ai pas donné de nom de famille, je leur ai dit que j'étais un étudiant au doctorat, que je m'intéressais à l'engagement politique, puis tout ça, mais j'ai pas dit que je travaillais sur eux. Mais c'est ça. Donc, étant donné que j'y allais undercover, la première étape, ça a été déjà de tout effacer mes médias sociaux, tous mes comptes. En fait, pas mes comptes, mais toutes les photos de moi. Sur mes comptes personnels, par exemple sur Facebook, sur Instagram. Donc, m'assurer qu'il n'y avait aucune image de moi qui était en ligne. Et donc, ça impliquait aussi sur les sites des universités. Donc, ça, c'était quand même quelque chose qui est un peu particulier, parce que généralement, quand tu rejoins un centre de recherche, une équipe universitaire, on t'affiche sur le site web. Donc là, il fallait que je fasse attention avec ça. Ça impliquait aussi que pendant toute la durée de mon terrain, je n'allais pas pouvoir publier. Donc ça a été quand même aussi un enjeu à considérer. Oui, parce qu'on est encouragé à publier. Voilà, c'est ça. À faire des conférences, c'est le fameux publish or perish. Puis voilà, les conférences aussi pour la visibilité, puis pour... tout ça, donc on nous encourage à le faire, mais là, c'était un petit peu délicat. Et donc, j'ai eu d'ailleurs une expérience là-dessus où est-ce que je participais à une conférence dans le cadre de l'ACFAS. Puis je parlais de mes projets de recherche et puis je ne savais pas, mais il y avait une journaliste qui était dans l'assistance et puis qui a décidé le lendemain de publier un papier sur ma conférence, sur mon projet. Puis c'était drôle parce que ça parlait pas comme de l'ACFAS, mais vraiment c'était centré là, un chercheur étudie l'extrême droite au Québec, nanana. J'avais tout le papier là-dessus, c'était en première page d'édition du samedi, donc et donc ouais, quand ça a sorti, j'ai été oh my god, ça a été
Heureusement, je pense que c'est pas des grands lecteurs du Devoir, donc j'ai pas eu d'écho de ça. Mais je peux vous garantir que j'ai eu très, très peur. Très, très peur que ça me coûte mon terrain. J'aurais été, disons, un petit peu fâché. Ouais. Puis est-ce qu'il y a eu d'autres situations où, parce que bon, là, il y a la peur de comme ruiner ton terrain puis gâcher un peu ta couverture, là. Ouais. Mais est-ce que en travaillant... Ben, dans ma tête, je me dis l'extrême droite, il y a comme une connotation quand même violente là, associée à ça, comme à l'extrême gauche. Là, tout ce qui est extrême dans ma tête, ça s'accompagne de violence. Y a-tu des moments où t'as craint pour ta sécurité, disons? Ben, pour ma sécurité, pas tellement. Pas tellement. Bon, il faut dire que j'ai été quand même prudent. Puis je pense que dans ma façon d'être aussi, ou dans ma façon d'interagir avec eux, ou en tout cas, je sais pas trop comment l'expliquer, mais non, bon, faut dire aussi, bon, je sais pas si ça vaut la peine de mentionner, mais tu sais, j'ai pratiqué les arts martiaux pas mal toute ma vie, puis tout ça, donc tu sais, j'étais pas nécessairement inquiet, là, quoi que ça aurait pu arriver, mais je dirais ma principale inquiétude, c'était surtout, en fait, d'être reconnu par mes collègues. Tu sais, par exemple, dans le cadre d'activités, s'il y avait des manifestations, ce genre de trucs-là, où on allait être confronté, par exemple, où, tu sais, souvent, bon, il y avait des contre-manifestations qui s'organisaient, donc des groupes antifa qui venaient manifester contre la présence de l'extrême droite à Québec, dans la rue, puis tout ça, donc qui venaient vraiment s'opposer à ça, puis parfois... Bon, ça en est venu au coup, là, on l'a vu. Donc, c'était essentiellement ça, ma crainte. Puis, c'est ça, il y a eu une anecdote en particulier là, où bon, on n'était pas dans la violence ou dans la confrontation, mais donc, j'ai pris part à une manifestation, en fait. Ça se passait sur la rue Saint-Jean, ici à Québec. C'était le 1er juillet, c'était dans le cadre des Fêtes du Canada, un peu, tout ça. Puis bon, on avait déroulé une grande bannière qui disait 150 ans d'extermination, puis tout ça, donc pour dénoncer un peu le Canada, puis bon. Et donc, sur la rue Saint-Jean, et donc, on se tenait là. Heureusement, on avait des masques. Et donc, ça m'a vraiment, je pense, sauvé. Mais donc, on était sur la rue Saint-Jean, tout en ligne, une vingtaine environ. Et puis là, c'était de confronter le regard des passants, en fait. C'est vraiment ça qui m'a le plus marqué. C'est de voir les gens passer, puis là, les gens te regardent, puis se posent des questions, puis il y a un café en face aussi. Puis là, je voyais tout le monde dans le café d'en face qui était monté sur les tables avec leurs téléphones, puis il y en avait qui avaient des iPads, là, puis qui filmaient comme à travers la fenêtre, puis tout ça. Ouais. Il y a un journaliste qui est venu qui essayait de poser des questions aux membres du groupe, puis tout ça. Donc, ouais, non, ça m'a un peu bouleversé. En tout cas, ça m'a vraiment marqué, en fait. C'est d'être reconnu comme l'un des leurs, en fait, c'est ça. C'était vraiment ça. Moi, ça me posait problème. En même temps, ça faisait partie. C'était l'objectif, exact, c'est ça. C'était l'objectif. Mais quand même, ça a été... ça m'est arrivé quand même assez souvent après coup, là, de revenir chez moi, puis des fois d'avoir un peu une impression de schizophrénie, en fait, de me sentir un peu... Tu sais, qu'il y avait moi, la vraie personne, puis qu'il y avait moi, le chercheur. Donc, avant de partir, je mettais un peu mon masque d'agent secret, puis tout ça. Puis après ça, je revenais à la maison. Mais c'était pas nécessairement évident, c'est ça. Parce que, tu sais, j'étais là-bas, je discutais avec eux, puis j'étais le seul. Tu sais, il y en avait qui m'invitaient chez eux. Ils m'offraient à manger, ils me présentaient à leurs enfants, tu sais, ils faisaient preuve, tu sais, on était amis, en fait, là, tu sais. C'est ça. C'était ça qui était tough, c'est ça. De sentir que eux, ils me faisaient confiance, mais moi, j'avais le sentiment d'être en train de les tromper. C'est ça. Donc, c'était vraiment difficile. Tu as dû ressentir de la culpabilité à un moment donné. Quand même. Ouais. Malgré tout, là, malgré que ce sont des groupes dont je répudie à 100% l'idéologie, puis qui mais me... c'est des humains quand mais même. Voilà, c'est ça. C'est ça. Toi, tu as eu accès à cette portion-là, non, mettons, militant, parce que c'était chez eux. Exact. Ben, c'est ça. Puis dans la vie sociale aussi, c'est ça, c'est qu'on n'est pas tout le temps en train de parler politique, là, tu sais. Je veux dire, on parle de tout plein de choses. Donc ouais, à un certain moment, de te surprendre à éprouver, disons, de l'amitié pour des gens avec qui tu es en parfait désaccord sur tout, c'était assez confrontant. Mais je suis vraiment content de l'avoir vécu, en fait.
Parce que, justement, ça m'a fait vraiment prendre plus conscience. Tu sais, quand je disais tantôt que ça te permet de prendre un recul par rapport à toi-même aussi, par rapport à tes propres croyances, tes propres a priori. Donc, ça m'a vraiment permis de me questionner puis de mieux, je pense, cerner mes valeurs puis cerner ce qui est important pour moi puis tout ça. Donc, ça a été vraiment une expérience, malgré tout, enrichissante, malgré tout ce que ça a impliqué. Là, je t'entends parler, Fred, puis moi, ça me dit, tu sais, moi, mettons, quand j'ai choisi mon sujet de recherche, bon, pour la maîtrise, pour le doc, j'avais l'intention de travailler avec des communautés avec qui j'éprouvais beaucoup de sympathie. Puis je pense que c'est le cas aussi de Vicky. Absolument. Avec le cas du gaélique irlandais en Irlande du Nord. Mais toi, tu as vraiment fait de l'ethnographie, comme tu viens de dire, avec des gens avec qui tu n'étais pas en accord, avec qui tu étais en désaccord, peu importe. Même si tu as éprouvé des moments comme d'amitié avec eux, puis tout ça, ben reste que c'est contre-intuitif quand même de choisir ce sujet-là, puis tout ça. Comment tu as dealé avec ça? Oui. Comme tu dis, c'est ça. Je pense que, déjà, je le disais aussi au début, la question de l'empathie est importante, là. Je pense que ça a été vraiment ça. Donc, effectivement, en général, on tend à avoir envie de travailler avec des groupes, des communautés avec qui on s'identifie, en fait, avec qui on partage quelque chose, tout ça. Mais des fois, c'est pas nécessairement la façon la plus efficace de fonctionner. Parce qu'une trop grande proximité, des fois, ou une trop grande empathie, si on peut dire, bon, je sais pas si on peut avoir trop d'empathie, mais disons, quand on s'identifie au groupe auquel on étudie, des fois, c'est que ça fait en sorte que, justement, les a priori, on les voit pas. Et donc, au contraire, en travaillant avec des groupes avec qui on partage à peu près rien, donc, c'est qu'on arrive là complètement frais, nouveau. On connaît rien, donc tout est surprenant, tout est digne d'être observé ou analysé. Donc, je pense que là-dessus, ça a vraiment eu un effet quand même assez intéressant pour ce qui est de la recherche puis des analyses. Puis je pense qu'une chose qui est importante aussi à souligner, c'est que de vouloir comprendre et expliquer, c'est pas la même chose que de vouloir justifier et excuser. Ouais. Parce que souvent, on entend ça. Puis c'est une critique que j'ai eue moi-même là, à quelques reprises. Mais tu sais, t'as tendance à les humaniser, puis nanana. Puis bon, même pendant ma soutenance de thèse, là, j'ai été confronté assez... durement, brutalement, probablement, oui, c'est ça. Oui, comme les soutenances de thèse t'es-tu qu'on tombé connaît. amoureux de ton terrain, puis nanana, puis alors qu'en fait, c'était pas du tout le cas. Mais tu sais, c'est ça. C'est un discours qu'on entend aussi beaucoup en France, la question de la sociologie de l'excuse. Tu sais, ça a été beaucoup dénoncé autour des sociologues, des anthropologues aussi, qui s'intéressent, par exemple, aux jeunes de cité, aux jeunes de banlieue, puis à la criminalité, puis aussi aux jeunes musulmans qui rejoignent, qui se radicalisent, qui rejoignent des positions plus, disons, djihadistes et tout ça. Donc, on essaie d'expliquer les parcours d'engagement, puis comment ça se produit. Et puis, on accuse les gens qui essaient d'expliquer ça, de vouloir les justifier. Vous êtes en train de les justifier, de les excuser. Donc, pour moi, c'est absolument pas ça. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'ai voulu essayer de comprendre. Je trouvais important de m'intéresser à des groupes que je ne comprenais pas. En fait, c'était ça ma motivation. Essentiellement, là, c'est que je les voyais en train de monter, en train de s'organiser. Je voyais que c'était un mouvement qui était en train d'émerger. Puis je me disais, mais comment est-ce possible que des jeunes nés dans la société au Québec, dans laquelle on vit, multiculturelle, tout ça, choisissent de s'engager là-dedans? Pour moi, ça faisait aucun sens. Puis je voulais comprendre. C'est vraiment une quête, c'est une curiosité. Je voulais, c'est ça, je voulais comprendre. C'était vraiment ça. Mais c'est ça. Puis dans ce que tu dis, moi, il y a comme deux affaires qui me marquent, là. La première, c'est justement de se faire dire qu'il faut nécessairement porter un jugement critique suivant son terrain. Mais après, tu sais, dans le milieu académique, il y a tout le temps comme la critique qui est attendue versus la critique qu'on a réellement envie de faire en tant qu'individu. Puis il faut comme faire des choix personnels à ce moment-là. Mais en même temps, tu sais, on peut pas espérer avoir des initiatives ou des solutions de prévention de la radicalisation si on se donne pas la peine de comprendre pour de vrai comment on en arrive là. Exact. Puis
tu sais, s'il y a une affaire que, comme j'ai compris avec le temps, c'est qu'il n'y a rien qui apparaît de nulle part, tu sais. Même les affaires que tu dis, voyons donc, cette personne-là pense ça, ça vient de quelque part, tu sais. Puis c'est là cheminement. Il y a un cheminement, il y a un processus, puis c'est vrai pour les opinions ou les positions super radicales, comme les affaires vraiment banales de comme petites habitudes du quotidien. Tu sais, il y a tout le temps une raison derrière ce que les gens font, là. Tu sais, il y a personne qui fait des affaires pour le, tu sais, sans qu'il y ait de pensée ou de réflexe sous-jacent. Puis l'autre chose que je trouve intéressante dans ce que tu dis, c'est tout l'aspect du retour de terrain, tu sais. Parce que ça, on en parle quand même souvent, là. Tu sais, le retour du terrain, c'est un moment qui est confrontant parce qu'on est vraiment tout seul, là, avec comme toutes nos données à analyser, puis là, c'est la rédaction, puis là... Mais en plus, dans ton cas, c'est comme un terrain qui a dû être quand même demandant, quand même... tu sais, t'as dû faire plein de révélations, tu sais... Puis qui a été long aussi. Puis qui a été très long, puis probablement que t'avais pas... Tu sais, on n'a jamais vraiment de modèle, tu sais, comme il y a autant de terrains qu'il y a d'anthropologues qui font un terrain, mais dans ton cas, ça devait être quand même tough, là, d'avoir des repères de comme, tu sais, il y a quelqu'un d'autre qui a fait un truc similaire. Comment ça s'est passé? C'est quoi le soin que tu t'es donné après cette expérience-là qui a dû être, ma foi, drainante, là, quand même? Ben, écoute, mais disons, sur le premier élément, disons la question de la critique et tout ça qui est attendu, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent. Pour moi, je pense que c'est deux moments séparés, en fait. Tu as le moment de la recherche scientifique, qui est pour moi une quête de compréhension, d'analyse. Tu essaies de comprendre un phénomène, puis de faire sens de ça, puis de, c'est ça, d'en comprendre l'émergence, d'en comprendre les dynamiques. Et puis après, là, il y a un moment où on peut critiquer, contester, politiquement, s'engager et militer. Mais pour moi, ça reste vraiment deux moments séparés, qui doivent être séparés, qui peuvent être tenus par la même personne. C'est pas une question, mais qui restent séparés. Pour moi, c'est assez important. Puis bon, on peut relire Max Weber à ce sujet-là, là, Le savant et le politique, qui essentiellement, c'est essentiellement sa position. Donc, pour moi, c'est important de faire ça. Puis, pour ta deuxième partie de la question, c'est la question du retour. Je sais pas si je me suis vraiment accordé un soin particulier. Un petit masque, ouais, c'est ça. Des séances de méditation. C'est tellement un petit massage, là, quelque chose. Mais écoutez, je pourrais quand même souligner, disons, la sortie du terrain, puis là, j'ai, pour l'écriture de la thèse, en fait, ça a été comme un petit soin que je me suis permis. C'est qu'en fait, bon, c'est un peu ma façon d'écrire, là. C'est que moi, quand j'écris, surtout des gros blocs, là, c'est une thèse, tu sais, il faut pas que j'aille de distraction, faut pas que j'aille... je peux pas faire ça en 2 réunions, là, tu sais, écrire un chapitre en 2 réunions. Donc, j'ai voulu vraiment prendre une espèce de moment de me bloquer une plage de temps, là, où est-ce que j'allais faire que de l'écriture. Je n'allais pas avoir de distraction, aucune et tout ça. Et donc là, j'ai regardé plein de solutions. Je me suis dit, je vais me louer un chalet. Tu sais, on était en hiver, là, en plus, à l'époque. Tout ça, là, c'était pas donné. C'était quand même cher. Là. Je me disais, je vais partir 10 jours. Tu sais. Après ça, j'ai regardé les retraites de silence dans les monastères. Oui. Mais c'était pas donné. J'étais en train de réfléchir à tout ça. Puis là, je suis tombé sur, écoutez, des billets d'avion pour le Costa Rica à 420 $. Je me suis dit, OK, attends un peu. Puis là, j'ai commencé à regarder les billets Airbnb. Puis là, je me suis trouvé une petite cabine tout petite, une petite chambre, il n'y avait rien. C'était dans le milieu de nulle part, c'était dans la jungle, quand même sur le bord de la mer, pareil, tout ça. Puis ça me revenait comme à 200$ pour 10 jours. Je me dis, hey, fais le calcul, là. Pour 600$, là, je peux aller dans un monastère à Rougemont, là, ou je sais pas trop, tu sais, en plein hiver, ou aller passer 10 jours au Costa Rica. Fait que c'est ça que j'ai fait, je pense. J'étais allé au Costa Rica, je me suis installé, petite cabine, j'avais pas d'Internet, rien, j'avais de l'électricité, mais pas d'Internet. Fait que, ouais, j'ai passé une dizaine de jours là, j'ai écrit, écoute, quasiment
pas loin d'une centaine de pages en 10 jours. Là. Fait que vraiment, ça a été très, très efficace. Mais ça me fait tu capoter. bouleverses, par exemple, beaucoup les habitudes des anthropologues, là, Fred. Parce qu'habituellement, on part pour faire notre terrain et on revient mais moi, pour j'ai fait une anthropologie du proche. Oui, c'est ça. Fait qu'il a fallu que tu t'éloignes pour rédiger. J'adore ça. Moi, mon étranger était proche, en fait. C'est ça. C'est un des éléments quand même assez particuliers aussi. C'est que, tu sais, même culturellement, même physiquement, tu sais, je veux dire, moi, avant de partir de terrain, déjà, je suis un homme blanc, tu sais, j'avais plus ou moins j'étais plus ou moins dans les mêmes âges, puis dans, tu sais, le même background, tout ça, que les gens qui étaient là. Donc, ça a été quand même plus facile pour moi de m'intégrer aussi à ces groupes-là. Donc, ça, c'est quelque chose à penser, tu sais. Je veux dire, moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire ce terrain-là, mais c'est pas nécessairement donné à tout le monde. Si vous, je veux dire, juste en tant que femme, il y aurait eu déjà une différence là, tu sais, dans la façon dont vous auriez été reçu. Donc, ouais, voilà. Donc, je sais pas trop où je m'en allais avec ça, mais... mais là, moi, je me demandais, là, on parle de self-care et tout ça, là, mais là, à un moment donné, il a fallu que tu sortes ta thèse, puis que tu la défendes, puis à un moment donné, il a fallu que tu enlèves ce masque-là pour de bon, puis j'imagine que les groupes avec qui tu travaillais ont eu vent de qui était pour de vrai Frédéric Nadeau, finalement. Comment ça s'est passé, cette sortie-là? Bien, ça s'est fait, curieusement, assez... sans trop d'anicroche, là, disons. Je me souviens plus exactement le fil des événements, là, mais la thèse a sorti. Et puis, j'ai reçu un message du leader d'Atalante qui m'a simplement écrit « Bien joué ». That's it. J'ai répondu « Merci », puis là, il m'a bloqué. Puis partant de là, j'ai plus eu de contact avec eux directement, donc ils m'ont complètement coupé. Mais après, j'ai pas eu tellement de répercussions négatives, j'ai pas eu de menaces, j'ai pas eu donc ce genre d'enjeux-là. Cela étant dit, où ça s'est joué, c'était plutôt au niveau de l'éthique, justement. Donc, ils ont lu la thèse, et puis là, il y en a certains qui ont communiqué avec le comité d'éthique de l'INRS, de mon université. Donc, pour se plaindre, en fait, tu sais, que j'avais pas respecté l'idée du consentement libre et éclairé, puis tout ça. Donc, ils ont essayé de faire... en tout cas, de faire en sorte que je doive retirer ma thèse. Ah ouais, là, puis tout ça. À ce point-là. Ouais. Et donc, finalement, il y a eu quand même des pourparlers, puis tout ça. J'ai discuté avec le comité d'éthique, puis tout était en règle, en fait. Tout était en règle de prime abord. Je m'étais arrangé, puis tout ça était prévu. Tout ça, donc ça n'a pas été... ça n'a pas eu d'impact majeur. J'ai dû changer quelques petits détails dans la thèse là, qui, selon les militants, permettaient trop bien de les identifier, même si j'avais quand même bien fait attention là, de protéger l'anonymat des sources. Là. Ça, c'est un enjeu aussi quand même spécifique. Ben, spécifique à ce genre de... Non, c'est pas vrai, c'est pas spécifique à ce genre de terrain-là, pas du tout. Mais disons qu'il y a peut-être un enjeu un petit peu plus important lié à la protection de l'anonymat quand tu travailles dans ce genre de mouvement-là. Oui. Puis, mettons, moi, je suis curieuse, là, on le sait, là, que ces gens-là aboutissent pas d'un même jour au lendemain dans une mouvance d'extrême droite. Peux-tu nous résumer, là, c'est quoi les principaux parcours ou comment quelqu'un en vient à militer dans ces groupes-là? Oui, ben ça a été, c'est ça, un des volets de la recherche. Bon, d'une part, c'était de comprendre un peu les dynamiques des groupes, comment ils s'organisent, puis tout ça, puis faire une espèce de portrait de l'écosystème de l'extrême droite au Québec. Puis l'autre volet, ben c'est ça, c'était vraiment de comprendre les parcours d'engagement, comment ils en viennent à s'engager là-dedans. Et puis essentiellement, j'étais en mesure de dégager 3 grands types de parcours. Le premier, c'est le parcours contre-culturel. OK? Donc là, le nom l'indique, c'est que ça passe par une contre-culture. Donc essentiellement, la contre-culture skinhead, à l'époque où j'ai fait mon terrain. Là, aujourd'hui, ça pourrait être la contre-culture, disons, de l'alt-right, il y a une couple d'années, ou la contre-culture MAGA, si on veut, d'une certaine façon, ça pourrait être ça. Mais c'est vraiment, là, ici, on est plus dans l'idée où ce qui prime, c'est le sentiment d'appartenance. C'est d'abord et avant tout d'appartenir à un groupe, de s'identifier à ce groupe-là. Donc, dans ce type de parcours-là, en général, ce qui est intéressant, c'est que l'engagement précède l'endoctrinement.
Donc, ils vont pas rejoindre le groupe parce qu'ils croient en ses idéaux ou parce qu'ils veulent défendre une certaine vision du monde ou rien de ça. C'est vraiment plus la question de l'appartenance, la question du groupe d'amis, puis tout ça. Donc, souvent, ça va se passer d'ailleurs par le groupe d'amis qui vont l'inviter à venir voir un concert ou ce genre de trucs-là. Puis beaucoup à travers la musique, souvent, ça va se passer, puis tout ça. Le deuxième type de parcours, là, on est un petit peu plus dans le parcours plus politique au sens classique du terme, c'est le parcours idéaliste. Donc là, souvent, ça va commencer en fait par ce qu'on appelle un choc moral, ou donc un événement qui va arriver, plus ou moins grand, ça peut être quelque chose de gros, comme ça peut être quelque chose de super banal, mais donc un événement qui se passe, qui arrive, et qui va créer une espèce de remise en question, un bouleversement interne. La personne va... là, parmi les militants que j'ai interviewés, c'était beaucoup... justement, les attentats du 11 septembre, en fait, qui ont un peu activé ça. Il y en a beaucoup qui ont vécu ces attentats-là, et puis là, ils se sont sentis un peu sous attaque. En fait, il y avait l'impression que leur société était sous attaque. Mais il y a souvent, c'est ça peut être des grands événements, mais des fois, ça peut être des plus petits événements. Il y en a un, entre autres, qui me racontait, c'est ça, il avait grandi en région, déménagé à Montréal, première fois qu'il prend le métro. Il regarde autour de lui, puis il se rend compte qu'il est la seule personne blanche dans le wagon. Et puis là, ça a été une espèce de choc pour cette personne-là. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de se faire remplacer, puis tout ça. Et donc, partant de là, a voulu s'engager. Donc là, ici, l'engagement, disons, l'endoctrinement va venir avant l'engagement, contrairement à l'autre type de parcours. Donc là, il s'engage vraiment avec une mission. L'idée, c'est de vouloir changer le monde ou en tout cas d'avoir un impact. Il y a vraiment une mission. Donc, il y a vraiment quelque chose qu'ils veulent faire. C'est beaucoup plus politique. Puis finalement, le troisième, c'est le parcours de la quête de soi. Où là, on est vraiment plus dans une recherche d'identité. Puis souvent, ça va être de tourner une identité négative en une identité positive. Ça, on le voit quand même assez régulièrement. Moi, je l'ai entendu mentionné par plusieurs militants. Mais c'était justement cette idée-là où... je prends un exemple spécifique. Là. Le gars, il vit en Australie, arrive à l'université, donc justement vient d'une région où c'est plutôt homogène et tout ça, arrive à l'université. Et donc là, il me raconte, il dit, moi, je voulais être le parfait petit libéral, le parfait petit progressiste et tout ça. Et donc là, il se met à s'impliquer dans plein de groupes, de comités antiracistes, décoloniales et tout ça. Parce on est en Australie, donc il y a plein d'enjeux avec les communautés autochtones là-bas, tout ça. Donc, il se met à s'impliquer là-dedans. Et puis rapidement, donc, il se met à se sentir un peu exclu, en fait, mis à part. On y ramène toujours son identité blanche, son identité masculine aussi. T'es un homme, t'es un blanc, donc il prend ta place, là, tu sais, je veux dire, là. Et puis il a vraiment, disons, mal vécu, disait, tu sais, c'est ça. Donc, c'était un peu pour renverser cette espèce de stigmate-là qu'il sentait qu'on lui attribuait. Il s'est dit, bon, ben vous me traitez comme ça, ben... Je vais être comme ça pour regardez-moi bien aller. C'est ça, exact. Puis il y a aussi beaucoup la question du... il y a un aspect des fois qui est un peu performatif là-dedans, disons, d'opposition à la société dominante, puis tout ça. Il y en a un qui me racontait, j'étais dans mes cours d'histoire, puis tout ça, puis là, on découvre le nazisme et tout ça, puis là, je me rends compte, bon, mais tu sais, c'est quoi le tabou ultime? Qu'est-ce que la société rejette le plus? Les nazis, ouais, ben moi, je vais être un nazi. Puis, c'était vraiment juste une façon de s'opposer à la société dominante, aux règles dominantes, puis tout ça. Donc, vraiment, on a comme 3 parcours qui sont super différents, mais essentiellement, ce qui les relie, les 3, parce que c'est ça. Ça, c'est comment on vient à s'engager. Mais une fois qu'on est engagé, de manière générale, les parcours tentent à se rejoindre, tout ça. Puis, ce qu'on voit, ce qui les relie, c'est vraiment une espèce de sentiment de ne pas être entendu, en fait, de ne pas être considéré, un manque de reconnaissance, le fait que les élites ne nous écoutent pas, ne nous prennent pas en compte, que notre vie, notre existence n'a pas vraiment de valeur et tout ça. Donc ça se retrouvait là, vraiment dans les 3 parcours de manière presque égale. Là, c'était vraiment ce qui les reliait tout ensemble. Le manque de reconnaissance, puis le sentiment d'être exclu,
en fait. Hey, ça me fait quand même capoter parce que moi, j'ai été impliquée, disons, dans des comités étudiants ou peu importe, là, plutôt de gauche, là, et pas très dans l'extrême parce que je suis quand même quelqu'un plein de nuances. Mais c'est les mêmes processus. Là, c'est soit, si je repense au cégep, j'étais dans l'assaut, mais parce que mes amis étaient dans l'assaut. Il y a comme, c'est les mêmes parcours, c'est juste pas la même finalité puis le même extrémisme, là, mais voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir au-delà des idéologies, c'est quoi les dynamiques, en fait. Moi, c'était vraiment plus ça. J'aurais pu travailler, en fait, essentiellement sur n'importe quel mouvement. Je pense que c'est un petit peu ça aussi. Quand je disais tantôt que je m'intéressais aux trucs que je ne comprends pas, pour moi, c'était un peu ça aussi. J'ai jamais été vraiment quelqu'un d'impliqué politiquement, de militant. Surtout parce que j'ai peur de me tromper, j'ai comme trop, j'ai de la misère à dire « Ah oui, non, voici, c'est ça que je crois, puis je n'en changerai pas. » Je vois tout le temps les nuances un petit peu partout. C'est comme « Oui, c'est vrai, mais il y a un petit peu de ça aussi. » Donc, pour ça, j'ai toujours eu un peu de la misère à vraiment comme m'engager politiquement, bien que j'ai mes valeurs puis tout ça, qui sont, essentiellement progressistes, là, mais tu sais, j'avais vraiment de la misère à m'engager puis à prendre... Mais voilà, ouais, c'est ça. C'est un peu comme ça que j'en suis venu à travailler sur ces sujets-là. Puis je pense que c'est ça s'applique pas uniquement à l'extrême droite. Je pense que ça peut s'appliquer à toute forme de militantisme, quel qu'il soit. C'est qu'au-delà de l'idéologie, si on s'intéresse à la façon dont les gens s'engagent, ça peut se ressembler, ouais. Fait que là, Fred, t'as fait ton doc. Ouais. T'as fait un postdoc, t'as fait un autre postdoc, t'es en train d'en faire un troisième, ouais. comme tu nous as informé tantôt. En attendant un poste. Voilà, en attendant un poste. Mais là, dans le fond, t'es professionnel de recherche à la chaire UNESCO-Prève. Ouais. Avant qu'on passe à notre segment final, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais dans cette chaire de recherche-là, qui je répète, là, une chaire de recherche-action qui œuvre en prévention et sensibilisation en matière de radicalisation et d'extrémisme violent. Donc, c'est cohérent avec ce que tu as fait déjà au doc? Oui, écoutez, au jour le jour, c'est assez... En fait, c'est simple, mais c'est varié aussi en même temps. Mais c'est beaucoup du travail de recherche. Donc, d'une part, c'est ça implique de faire des demandes de développer des projets, faire des demandes de subventions. Après ça, conduire la recherche, puis écrire des rapports, puis des articles. Donc, ça, c'est une partie de ce que je fais. Puis sinon, on fait aussi, ça, c'est super intéressant, c'est un gros travail de veille des médias sociaux, en fait, des différentes tendances, justement, radicales, extrémistes. Donc, on essaie vraiment de suivre ce qui se passe dans l'actualité, dans les réseaux, dans les écosystèmes. D'ailleurs, tant à gauche qu'à droite, que les mouvements religieux, que les mouvements... Donc, peu importe. C'est ça. L'idée, c'est de voir un peu comment évoluent ces écosystèmes-là pour éventuellement pouvoir anticiper aussi d'éventuelles actions violentes qui pourraient s'en venir, identifier des patterns, donc voir un peu qu'est-ce qui s'en vient. Donc, essentiellement, là, si on s'en tient au jour le jour, c'est pas mal le type de travail que moi, je fais à la chaire. Après, il y a plein d'autres choses qui se font, là, mais toi, c'est ça tes journées. Voilà, c'est ça mes journées. Je doute pas que tu manques pas de job. Ces temps-ci, je vous garantis que ça, non, je n'en manque pas. Trop, mais tu pèses sur la planche. Je regarde le temps passer, Vicky. Est-ce que c'est le temps? C'est le temps du segment Culture Pop! Fantastique. Le plancher est à toi. Tu peux nous le dire, nous le chanter. Écoute, j'aurais aimé ça qu'il y ait un petit jingle ou quelque chose. C'est pas pire que vous faites, là, mais... mais c'est pas assez bien. Non, c'est très bien, mais ça aurait pas une petite musique en arrière. Je sais pas. C'est peut-être moi qui est exigeant. Watch out au montage, je prends ça en note. C'est ça, exact. Oui, écoute, chronique culturelle. Donc, vous m'aviez demandé, c'est ça, de faire une petite présentation d'un produit culturel. Donc, moi, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'un film allemand qui date de 2008 et qui s'appelle, en allemand, c'est Die Welle.
je le prononce sans doute mal, mais c'est The Wave, La Vague. Donc, un film de Dennis Gansel. Puis justement, c'est que ça aborde... En fait, j'ai choisi ce film-là parce que ça aborde vraiment des thématiques, des enjeux qui m'intéressent, moi, dans mes recherches. Notamment la montée du totalitarisme, la manipulation des masses, les questions d'identité, de conformisme, de rapport à l'autorité et tout ça. Puis pourquoi des individus en viennent à abandonner, disons, leur liberté pour privilégier un sentiment d'appartenance, en fait. Donc, c'est vraiment tous les mécanismes d'endoctrinement, de radicalisation. Donc, pour faire un petit résumé du synopsis, donc, la prémisse, c'est ça. Ça commence à un prof dans une classe et qui, parle un peu de la montée du régime nazi, puis tout ça, puis il pose la question à ses étudiants, pensez-vous que ce serait possible aujourd'hui qu'un régime comme le régime nazi puisse revenir, en fait? Et puis la réponse des étudiants, c'est arrêtez de nous rabâcher les oreilles avec ça. C'est sûr que ça peut pas réarriver. Là. On l'a vécu une fois, on serait capable de spotter quand ça s'en vient, puis on a maturé par rapport à ça. Donc, impossible, ça se peut pas que ça revienne. Et donc là, le prof décide de lancer une expérience, en fait. Ah ouais, OK, donc on va se créer un mouvement. Et donc là, c'est ça, il commence avec ses étudiants. Donc, à partir de maintenant, quand vous allez parler, quand vous allez faire une intervention dans la classe, vous allez être debout. Vous devez vous lever. Donc, juste ça. Et puis, vous adressez à moi en me disant « monsieur » aussi, à partir de maintenant. Et donc là, juste ça. Puis là, les étudiants se lèvent. Donc, après ça, ils se mettent à imposer un code vestimentaire, un uniforme, un T-shirt blanc avec une paire de jeans. Donc, rien de très compliqué. Mais là, le lendemain, quand il y a une fille qui arrive, qui n'est pas habillée comme ça, là, elle se fait dévisager, alors que tout le monde est en blanc. Elle arrive avec une robe rouge. Donc là, et donc là, on voit toute l'idée de la pression sociale, l'idée du conformisme et tout ça, la question de la discipline. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que là, tu vois, c'est ça, à mesure que le film avance, mais là, rapidement, ça va se mettre à dégénérer. En fait, il va se mettre à y avoir de la violence qui va embarquer là-dedans. C'est vraiment un film super intéressant qui est tiré d'une histoire vécue. En fait, ça s'est passé dans les années 60, 1967 pour être exact. Le film, La Vague, c'est en Allemagne. La vraie expérience, ça s'est passé aux États-Unis, en fait, en Californie, dans les années 60. Mais voilà, c'est ça, c'est un prof qui avait fait... Il y a d'ailleurs un documentaire qui est disponible sur YouTube qui s'appelle Lesson Plan. Lesson Plan. Donc, ça vaut vraiment la peine. Je vous invite à aller voir ça. C'est super intéressant. Puis, vraiment, il y a des parallèles, en fait, à dresser entre ce qui se passe dans le film, puis les dynamiques qu'on y observe, puis ce qu'on voit qui est en train de se passer aujourd'hui, notamment avec la réélection de Trump, puis tout ce qu'on voit là, les élections en Allemagne là aussi, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Mais tu sais, c'est ça, ce qu'on voit dans le film, c'est qu'au début, ils se mettent justement à implémenter ce régime-là. Puis les jeunes, ils voient ça un peu comme un jeu. Ils prennent pas ça tellement au sérieux. Puis, tu sais, oui, OK, on le fait. Puis, mais c'est pour rire, puis tout ça. Mais tout le monde le prend pas autant à la légère. Il y en a qui prennent ça très au sérieux. Puis c'est eux qui finissent par avoir le déçu, tu sais, puis à radicaliser les autres. Donc, c'est là qu'on voit aussi comment... Les enjeux de pouvoir. C'est ça. Exact. Donc, c'est vraiment super, super intéressant comme dynamique. Puis même, tu sais, ceux qui n'étaient pas nécessairement enclins à adhérer à ce genre d'idées-là ou de mouvements-là, l'ont fait quand même parce qu'il y avait des intérêts personnels. C'est ça. Parce que le prof avait annoncé au début du cours, tout le monde va avoir un A. Anyway, là, tout le monde va avoir un A, il n'y a pas de problème. Mais bon, si vous, par exemple, vous pouvez essayer de faire une révolution puis de me renverser. Et là, si ça fonctionne, vous allez avoir A+. Mais si ça échoue, tout le monde a un F. Et donc là, il y avait comme des enjeux comme ça, des intérêts personnels. Et donc, il y en a plusieurs qui, pour pas échouer le cours, ont simplement décidé de jouer le jeu, dans le fond, d'embarquer dans le mouvement. Et donc là, ça te fait vraiment tout réfléchir à la facilité avec laquelle on peut tomber là-dedans. Parce que souvent, on y pense, puis on se dit, si ça arrive aujourd'hui, moi, je serais une Anne Frank, tu sais, ou j'irais joindre la résistance, ou tu sais, bon...
dans les faits, là, si ça se passe pour vrai, ça c'est serait pas si peut-être sûr. pas si, Ouais. si tranché que ça. Donc, Super. Donc, The Wave et le documentaire Lesson Plan, Lesson Plan. qui est gratuitement disponible sur... Super. Ben, merci pour le partage et pour cette discussion. C'était vraiment apprécié. D'ailleurs, si vous aimez entendre nos voix et nos invités, on vous invite à nous laisser un avis. 5 étoiles, 6 étoiles si vous voulez. On les prend toutes. Oui, il y en a moins. Et sinon, toutes les étoiles. Sinon, ben, on va se revoir le mois prochain pour un autre épisode. Mais d'ici là, comme le disait Michel, notre directrice, ne boudez pas votre plaisir. Et on se revoit dans un mois. Bye bye. Bye. Bye, merci.